Depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée, Aurore Bergé a occupé beaucoup de postes. Elle a été l'une des figures et porte-voix des députés macronistes avant d'être nommée ministre par Elisabeth Borne. Matignon a changé de main. Elle est toujours au gouvernement, chargée de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations. Aurore Bergé est l'invitée du premier numéro de LCP, lundi, c'est politique de 2025. Bonsoir et très bonne année politique à vous tous pour 2025. Il semblerait qu'elle commence déjà sur les chapeaux de roue. Bonsoir Aurore Bergé, merci d'être sur le plateau. Je vous présente ceux qui vont vous interroger à mes côtés au cours de cette émission. Victoria Coussa de France Info, bonsoir Victoria. Bonsoir Clément Méric de LCP. Bonsoir. Et bonsoir Gaël Mac de Challenge. Bonsoir. Sans oublier bonsoir Hugo Couturier. Bonsoir. Hugo Auperchoir, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Twitch LCP Assemblée Nationale. C'est vous, Hugo, qui nous remontrez toutes les interpellations, parfois étonnantes, de ceux qui vous suivent. Avec vous, Aurore Bergé, nous allons parler des retraites, parce que ça, c'est un sujet qui revient dans le débat. Du budget, parce que ça va être aussi l'enjeu des semaines qui viennent. De vos dossiers, qui concernent par exemple les violences sexistes et sexuelles, la protection de l'enfance aussi, et les inégalités hommes-femmes, parce qu'il y a encore plein de sujets qui ne sont pas réglés. Au cours de cette émission, vous échangerez tout à l'heure avec Tiffany Bell. Elle est auteure de Violences conjugales, récit d'une année en enfer chez Michalon. Elle parle de son parcours et elle vous dira, elle, ce qu'elle attend et ce qu'elle a vécu. En politique, tout est possible, même avec des affaires et avec des scandales. Preuve en est aux États-Unis, où Donald Trump vient d'être réinvesti président, avec tous les pouvoirs, parce que la Chambre des représentants, comme le Sénat, sont aux mains de son parti. Ça veut donc dire qu'il va avoir les mains libres pour les 4 ans qui viennent et il promet de bousculer le monde, d'aller fort et vite, par exemple pour mettre fin au conflit en Ukraine. Il veut également supprimer certaines mesures de protection de l'environnement, augmenter les droits de douane et il dit vouloir s'attaquer à ce qu'il appelle la folie transgenre et au programme scolaire de sensibilisation au racisme. Quand vous voyez ça, Aurore Bergé, est-ce que ça vous inquiète, tout ce que je viens de dire là ? Oui, évidemment qu'il y a une part d'inquiétude sur cette polarisation qui est de plus en plus grande en général dans la société, y compris en France d'ailleurs. Cet écart générationnel qui se creuse, il y a un rapport, on y reviendra, du Conseil à l'égalité qui le dit dans notre propre pays. Évidemment que l'influence américaine, elle joue bien sûr. Mais au-delà de ça, quand il dit par exemple qu'il veut s'attaquer à la folie transgenre, je pense. Bien sûr que les thématiques que vous évoquez, elles les programmes scolaires de sensibilisation sur au racisme. La manière avec laquelle il entend mettre au pas potentiellement sur certaines thématiques qui sont liées à la lutte tout simplement contre les discriminations, au respect des personnes, quelles qu'elles soient. Et donc oui, évidemment que c'est inquiétant. Après, les États-Unis ont toujours été un partenaire, un allié de la France. J'entends et j'espère qu'évidemment les États-Unis le restent et que nous, on soit une grande puissance française et européenne, parce que c'est aussi ça qui est en jeu, c'est comment on est nous-mêmes une grande puissance. Il y a des personnalités politiques françaises qui sont présentes à cette investiture. Louis Alliot, Éric Zemmour, Marion Maréchal, invités à la Maison-Blanche. Pour vous, sont-ils les bras armés du discours de Donald Trump en France ? Je comprends qu'ils ont surtout tout fait pour être invités. Mais est-ce qu'ils sont les représentants de l'idéologie Trump en France ? En tout cas, ils espèrent. Ils ont envie de se dire que la trajectoire qui est celle de Donald Trump pourrait demain être la leur en France. Je ne pense pas, et heureusement qu'il y a une majorité dans notre pays pour accréditer les thèses. D'ailleurs, on l'a bien vu lors de l'élection présidentielle, quand Éric Zemmour s'est porté candidat, où il a fait quasi exclusivement campagne sur ces thématiques-là. De facto, ce ne sont pas des thématiques qui ont rencontré une majorité, un assentiment des Français. Tant mieux, mais ça crée un climat. Ça participe quand même d'un climat politique, médiatique. Et c'est un peu une question habituelle qu'on se pose. Est-ce qu'il faut réagir à toutes les outrances, en risquant aussi d'y donner plus de publicité, voire de crédit ? Mais laisser passer veut aussi donner le sentiment que finalement tout ça est négligeable. Donc c'est toujours un équilibre qui est difficile à trouver parce qu'ils ne se nourrissent, lui comme d'autres, que justement de ces outrances et de ces excès. Les associations féministes américaines craignent une nouvelle remise en cause des droits des femmes, en particulier sur l'IVG. En France, le droit à l'avortement a été inscrit dans la Constitution. Est-ce que ça nous assure, ça garantit qu'il n'y aura pas de retour en arrière réellement, à 100%? À 100%, je ne peux pas dire ça. Ce serait mentir que de dire à 100%. Ce qu'on a fait avec la constitutionnalisation, c'est de dire qu'on donnait la plus haute sécurité juridique possible dans notre pays à l'avortement, en proclamant la liberté des femmes de pouvoir y recourir, en étant le premier pays au monde à le faire, parce que ça a un écho aussi. Le fait que ce soit la France qui le porte, ça a eu un écho dans d'autres pays qui luttent, y compris en Europe, évidemment, pour la liberté des femmes. Ce que vous voulez dire, c'est que si quelqu'un qui est un peu trumpiste, j'allais dire comme ça, arrivait au pouvoir en France,
il pourrait tout à fait... On a rendu les choses les plus compliquées possibles. Mais ce n'est pas une assurance à 100%. Modifier la Constitution, vous savez quelles sont les règles pour que ce soit possible. Elles sont de facto très contraignantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité des Français contre l'avortement, bien au contraire. Il y a un soutien très large des Français à la liberté des femmes d'y avoir recours. Il y a une majorité très large à l'Assemblée et au Sénat. Mais ce n'est pas une assurance à 100%. Si demain le Sénat bascule, si demain l'Assemblée nationale bascule, ça dépend du vote des Français. Ce que nous a démontré l'élection américaine, et c'est triste d'ailleurs, c'est que cette thématique-là n'avait pas été une thématique suffisante pour inquiéter. Puisque Kamala Harris a quand même beaucoup fait campagne sur la liberté des femmes et les droits des femmes, ça n'a pas suffi à embarquer la population américaine. Donc ça ne suffit pas, mais ça doit poser des alertes. Vous disiez, il y a consensus en France, grosso modo. Sauf qu'hier, il y a des milliers d'anti-IVG, et parmi eux Philippe de Villiers, qui ont manifesté à Paris contre la loi Veil, qui a été adoptée en France il y a 50 ans, sur le droit à l'avortement. Est-ce que ça vous choque, ce genre de manifestation ? C'est évidemment pas les convictions qui sont les miennes et les idées qui sont les miennes. Moi, encore une fois, ce qui m'interpelle, c'est que ça crée un climat aujourd'hui, quand vous interrogez des femmes qui ont encore recours à l'avortement, et il y aura toujours des femmes qui auront recours à l'avortement, il y a encore cette culpabilité qui existe, cette honte qui persiste d'avoir eu recours à ce qui est tout simplement une de nos libertés fondamentales et un de nos droits. Vous n'avez pas répondu à ma question, Robert. Est-ce que ça vous choque, ce genre de défilé ? Est-ce que ça ne devrait pas être tout simplement interdit ? Interdit, c'est pas à moi d'en dessiner, c'est à la préfecture. Est-ce qu'il aurait dû, le préfet, l'interdire ? Vous savez que les motifs d'interdiction, c'est le trouble à l'ordre public. Et c'est uniquement ça. Et donc vous pouvez avoir des manifestations tout à fait détestables, et je la trouve tout à fait détestable, des manifestations auxquelles vous êtes fondamentalement opposés, et pourtant qui existent. Mais qui remet quand même en cause un droit constitutionnel, là, quand même. Je suis bien d'accord. C'est comme si les gens descendaient pour la peine de mort dans la rue. Oui, mais c'est toujours la frontière qui doit exister entre la liberté d'expression, quand bien même... Mais ça ne vous choque pas plus que ça ? Non, mais attendez, moi, j'ai été la première à déposer une proposition de loi pour constitutionnaliser l'IVG. J'ai parlé, témoigné aussi sur moi-même et le fait que j'y avais eu recours. Donc, vous connaissez, je pense que tout le monde connaît mes convictions sur le sujet. Après, je suis une responsable politique, et donc je ne veux pas qu'on applique ce que je détesterais qu'on applique sur d'autres sujets de liberté d'expression. C'est juste ça que je dis. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est qu'en 50 ans, on n'a toujours pas réussi à franchir un cap qui est de considérer qu'une femme qui avorte, eh bien, elle a le droit de le faire, et qu'elle a le droit de le faire sans être jugée, sans avoir honte et sans se sentir coupable. Et aujourd'hui, du fait de ces manifestations, du fait de ces mouvements, eh bien, il y a encore des femmes qui vivent dans cette honte. Hugo. Pourquoi vous ne l'avez pas tweeté, ça, par exemple ? J'ai regardé votre compte Twitter. Vous n'avez pas dénoncé ces manifestations. Vous êtes pourtant ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations. Vous avez une parole en tant que féministe. Pourquoi vous ne vous exprimez pas pour dire c'est scandaleux, ça fait 50 ans qu'on se bat, vous avez fait des tweets sur la loi Veil. Pourquoi tout simplement, vous ne dénoncez pas ces manifestations ? C'est votre rôle politique aussi. Pour deux raisons. Déjà, parce qu'un rôle politique, ce n'est pas uniquement de tweeter. Et j'ose espérer que notre action politique soit jugée justement plus pas que sur le commentaire, mais sur l'action qu'on mène. L'action que j'ai menée, c'est pour que l'IVG, les délais soient allongés de 12 à 14 semaines, pour que les sages-femmes puissent pratiquer les IVG. Ce que veut dire Hugo, c'est ce que dit sa communauté, c'est que ça étonne beaucoup de gens que vous n'ayez pas réagi. Oui, mais le problème, il est toujours là. C'est-à-dire que vous réagissez, vous donnez aussi de la visibilité, encore une fois, à cette manifestation et à ce mouvement-là. Tous les médias en ont parlé de cette manif, donc que vous en parliez ou vous en parliez pas, la visibilité, elle existe. Moi, je me pose la question, et c'est ma liberté de responsable politique que de me poser la question de savoir s'il faut de manière systématique réagir au risque, encore une fois, d'amplifier. Est-ce qu'un tweet aurait changé la donne ? Je ne crois pas. Alors, ce qui change la donne, c'est l'effectivité des droits, et c'est ce qu'on fait, notamment pour garantir l'effectivité des droits d'accès à l'avortement partout sur notre territoire. On va rester sur la question des réseaux sociaux. Oui, et justement, vous me disiez, le rôle d'un responsable politique, c'est pas que de tweeter. Justement, aujourd'hui, c'est l'investiture de Donald Trump, et il y a le Hello Quietix, donc le Hello Kitix, pour quitter la plateforme. Est-ce que vous, tout simplement, vous allez quitter, vous aussi, Twitter aujourd'hui ? Non. J'ai pas pris cette décision-là, déjà parce que je ne pense pas que ça aura aujourd'hui un impact. C'est ça le vrai sujet, c'est est-ce que ça a un impact ou pas de quitter cette plateforme-là. Je respecte totalement ceux qui le font. La question, c'est la régulation qui peut exister ou qui n'existe pas. La question, c'est l'influence que ces réseaux ont. Vous le voyez bien, regardez, votre première question a été de me dire pourquoi vous n'avez pas tweeté. Deuxième question, pourquoi vous ne quittez pas Twitter ? Donc vous voyez, à un moment, vous-même, en tant que journaliste, immédiatement, on est interrogé sur est-ce qu'on tweete ou est-ce qu'on ne tweete pas. Peut-être qu'en le quittant, moi, j'aurais plus cette question-là, mais... voilà, vous avez la solution. C'est peut-être un argument. Vous avez la solution, Clément. Toujours à propos de ces réseaux sociaux, quand vous voyez Elon Musk et maintenant Mark Zuckerberg valoriser une forme de virilisme, voire de masculinisme, quand vous les voyez en plus déréguler en quelque sorte leurs réseaux sociaux au nom de la liberté d'expression, est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous ne craignez pas
qu'ils utilisent leur réseau pour propager ces idées-là, y compris en France. Profondément. Et moi, ce qui m'a le plus interpellée, c'est Zuckerberg. C'est-à-dire qu'il y a un revirement total. Elon Musk a toujours été dans cette mouvance-là qu'on dénonce, avec une tentative aussi d'ingérence qui est de plus en plus grande. Regardez sur les élections en Allemagne, notamment, en soutenant de manière très directe et en France, peut-être un mouvement aussi, d'extrême droite, peut-être en France. Mais Zuckerberg, c'est plus spectaculaire. C'est-à-dire qu'il n'a même pas attendu que Donald Trump soit investi à nouveau président des États-Unis pour changer complètement la politique de régulation interne de Facebook, pour changer aussi les politiques sociales internes du groupe, puisqu'il renonce à toutes les politiques de diversité, d'inclusion, de lutte contre les discriminations. Donc ça, c'est évidemment extrêmement inquiétant. Alors, je le disais tout à l'heure, il y a un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est les retraites, le débat sur la retraite à 64 ans qui est relancé. Le gouvernement ne veut pas de remise en cause de l'âge de départ, mais les syndicats ont bien l'intention de tout remettre sur la table. Les discussions vont se poursuivre jusqu'à la mi-mai. Parmi les sujets que les syndicats entendent régler, c'est notamment celui, ça va vous parler, des inégalités entre les hommes et les femmes au moment de la retraite. Et c'est par exemple ce que défend Marie-Lise Léon de la CFDT. On a toujours été extrêmement clair, 64 ans, c'est non. Donc il y a le sujet, il faut un bouger sur l'âge légal, il faut progresser sur la question de la pénibilité, de la prise en compte de l'usure des véritables physiques des travailleurs et des travailleuses. Puis le troisième sujet, c'est les inégalités entre les hommes et les femmes. Ça, c'est un vrai sujet. La réforme de 2023, elle fait payer plein pot aux femmes. C'est 2 ans de plus de travail. La réforme Borne a amplifier les inégalités entre les hommes et les femmes. C'est ce qu'elle dit, Marie-Lise Léon. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que le véritable sujet sur les inégalités au moment de la retraite, c'est surtout les inégalités dans la vie professionnelle. La retraite n'est jamais que le reflet de la carrière que vous avez eue ou que vous n'avez pas eue. Des carrières hachées, interrompues, des ruptures, on le sait, dans les carrières en termes de progression salariale et de progression de poste des femmes, au moment où on considère qu'elles pourraient avoir des enfants. Le vrai sujet sur les inégalités professionnelles entre hommes et femmes, c'est le sujet de la parentalité, qui est un accélérateur de carrière pour les hommes et qui a un frein majeur de carrière pour les femmes. Gaëlle Mac. La concession que François Bayrou a fait donc aux socialistes en remettant, en fait, en rouvrant la possibilité de réfléchir à cette réforme auprès des partenaires sociaux, vous ne l'avez pas un petit peu amère? Parce que je veux dire que vous l'avez adoptée dans la douleur, vous étiez présidente de groupe, c'est une réforme qui était impopulaire, qui a amené des gens dans les rues, qui a quand même créé une forte impopularité et que Elisabeth Borne a forcé et qu'il a brûlé à la fin, qu'elle a dû passer au 49.3, et là, ça y est, on rouvre la boîte de Pandore. Donc vous êtes amère. C'est évident que ça coûte. Enfin, c'est le principe même d'un compromis, en fait. Un compromis qui coûte à personne. Vous aviez réagi, vous êtes amère de ça. Mais dans le sens où ça coûte, encore une fois. Un compromis qui coûte à personne, ça ne s'appelle pas un compromis. Quand vous faites un compromis dans votre couple, quand vous faites un compromis dans votre famille, ça vous coûte. Ça ne vous fait pas plaisir de faire un compromis. Ça ne vous fait pas plaisir, là? Mais c'est un moment, mais c'est pour ça, d'ailleurs... Ça ne vous fait pas plaisir, clairement. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'étais étonnée qu'au début de l'annonce du Premier ministre, on dise c'est comme s'il n'avait rien dit. Ben non, en fait. Oui. Il a dit quelque chose de très clair et de très fort, qui était on accepte que tout soit remis sur la table, y compris le cœur de ce qu'était la réforme, avec une ligne rouge très claire et infranchissable, qui est la soutenabilité financière du système de retraite. Donc oui, c'est évidemment un compromis très fort pour nous. Et notamment cet âge pivot de 64 ans, lui aussi, il peut être vraiment, il est sur la table vraiment, c'est-à-dire que si les partenaires sociaux arrivent à se mettre d'accord c'est l'engagement très clair qui a été pris par le Premier ministre et le gouvernement, et je suis membre de ce gouvernement, qui est de dire si on donne la main aux partenaires sociaux, on ne fait pas semblant de leur donner la main. Ou alors c'est truqué d'avance. Mais quand on voit on assume en effet de leur redonner la main avec cette ligne rouge très claire sur la soutenabilité. Et s'ils trouvent un système alternatif à celui qu'on avait défendu, alors c'est celui-là dont on débattra à l'Assemblée et au Sénat. Quand on voit les positions irréconciliables, en tout cas quasi irréconciliables des uns et des autres, Sophie Binet qui veut faire sauter pour la CGT l'âge de 64 ans, et de l'autre côté le MEDEF qui lui envisage une capitalisation pour financer cette réforme des retraites, est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut y avoir un compromis à la fin ? Je l'espère, parce que j'ai l'impression aussi qu'on a un certain nombre d'organisations syndicales et patronales qui se sont engagées, je crois, de l'engagement, de la sincérité dans cette nouvelle négociation, notamment de la CFDT, notamment du MEDEF, qui ont envie d'aboutir. Après, je ne sais pas vous dire quelle sera la copie finale. Je ne sais pas vous dire si ce sera une remise en cause absolue de la réforme, une remise en cause partielle, des éléments complémentaires. Ça, c'est à eux, à un moment, de le négocier. On le fera sur la base de chiffres que, pour une fois, personne ne contestera, ce qui est quand même important, puisqu'on en vient maintenant à contester les chiffres. C'est la Cour des comptes qui dira l'état de l'art, dans un délai très court, qui permet d'aller vite,
et puis avec cet engagement qui a été pris de dire que tous les sujets étaient ouverts. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Aurore Bergé, de la proposition de François Hollande de supprimer les 64 ans et d'allonger la durée de cotisation? Est-ce que ça peut être une solution? Mais moi, je laisse la main aux partenaires sociaux. Donc en fait, on n'a pas, au sein du gouvernement, à donner notre avis en cours de négociation. En fait, dans toutes les démocraties qui fonctionnent normalement, on donne d'abord la main aux partenaires sociaux et ensuite, quand les partenaires sociaux se sont mis d'accord, on transpose. Mais donc le politique ne doit pas intervenir. François Hollande, il n'aurait pas dû intervenir dans l'histoire. Chacun dit bien ce qu'il a envie de dire. Il faut comprendre qu'il avait beaucoup de choses à dire en ce moment. Mais encore une fois, l'objectif, il n'est pas là. C'est de dire on fait confiance aux partenaires sociaux et après, à eux de nous proposer une copie. Hugo ? Il y a des réactions sur ce fameux conclave dans le chat. Il y a Zéphyr qui dit « Laissez parler le MEDEF qui s'opposera à toute solution autre qu'un âge avancé. Peut-on parler vraiment d'utilité ? Notre Premier ministre le sait bien. » Que le MEDEF va de toute façon empêcher et bloquer, et qu'on est sur la position du s'il n'y a pas de compromis, on reste là où on en est. Moi, je ne suis pas sûre de ça. Il y a eu un accord récemment sur la question de l'assurance chômage avec les partenaires sociaux. Et il y avait autour de la table et la CFDT et le MEDEF. Donc il ne faut pas partir du principe ni que les organisations syndicales vont vouloir faire des propositions irréalistes comme le retour à la retraite à 60 ans, ni que le MEDEF va dire que par principe, il est opposé à tout. On n'est pas habitué en fait à essayer, à espérer, faire confiance aux partenaires sociaux, mais je pense qu'il faut qu'on s'en donne les moyens. Surtout au MEDEF, les gens font pas confiance. Ça dépend du point de vue. Clément. Vous évoquiez au début là, le fait que vous n'étiez pas d'accord avec Maryse Léon sur une inégalité de cette réforme pour les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet quand même autour des trimestres de maternité et ce décalage de l'âge légal à 64 ans? Il y a beaucoup de femmes qui ne pourront pas partir à taux plein avant 64 ans et ne pourront pas bénéficier du coup de ces trimestres-là. En fait, sincèrement, je pense que le véritable sujet qu'on a à traiter, c'est les inégalités autour de la parentalité. Aujourd'hui, on fait quoi? On met des correctifs en place au moment où les femmes ont accès à la retraite. Sauf que corriger à 60 ans, à 62 ou à 64 ans, c'est pas ça qui est important. Mais là, il y a des droits qu'elles ont acquis qu'elles ne vont pas pouvoir utiliser. Est-ce qu'il ne faut pas faire un geste là-dessus pour ces femmes-là? Ça, encore une fois, de toute façon, c'est les partenaires sociaux maintenant. Mais vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Vous êtes en charge de ces sujets. Moi, ce dont je suis en charge, c'est l'égalité professionnelle. Donc, ce que je sais, c'est que sur l'égalité professionnelle, on a encore des écarts de salaire. Et ce serait quoi la mesure qu'il faudrait mettre en place pour vous? On va avoir, dans quelques semaines, quelques mois, une négociation sur une transposition de directive, sur l'index notamment, pour mesurer et pour corriger et, si besoin, pour sanctionner les entreprises qui ne règlent pas ces écarts de rémunération. Moi, je souhaite qu'on puisse avancer sur la question de la parentalité, notamment sur la question du congé de naissance, que j'ai beaucoup porté, pour essayer de remettre un peu d'équerre, justement, les droits des parents. Parce qu'aujourd'hui, on peut se le dire comme on veut, mais quand vous recrutez une jeune femme de 30 ans ou un jeune homme de 30 ans, eh bien, la présomption de parentalité ne pèse pas de la même manière sur un homme et sur une femme. Et ça freine sur des promotions de carrière, sur des évolutions, sur des parcours de vie, et c'est ça qu'on doit corriger. Ce congé de naissance que vous évoquez, il devait entrer en vigueur à la fin de l'année 2025. C'en est où? Eh bien, j'espère que ça va pouvoir être remis sur la table dans le cadre du PLFSS. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup porté. Le président de la République lui-même s'y est engagé. Et je crois qu'encore une fois, c'est une bonne mesure, c'est-à-dire garantir, en plus du congé paternité et maternité, on ne mettrait pas à mal les droits existants, on créerait un droit supplémentaire. Je crois qu'on est là aussi pour porter des mesures de progrès. Mais pour l'instant, c'est une mesure de progrès. Toute la réflexion sur le budget a été mise en suspens, de manière évidente, par la censure. Mais j'espère que oui, ça pourra être remis en avant, parce que je crois que ça changerait la donne sur la relation parent-enfant, qui est quelque chose d'extrêmement important, et sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors quand vous parlez évidemment de censure, on parle de budget, d'argent, Gaëlle, le budget de l'État. C'est ça. Alors bon, manifestement, dans les grandes lignes, on a compris qu'il allait avoir 32 milliards d'euros d'économies, si j'ai bien lu, et que ces économies allaient passer principalement par un énorme coup de rabot sur les crédits des ministères, ce qui a déjà commencé, et manifestement tous les ministères doivent faire une lettre d'ici au printemps pour recenser les économies qu'ils sont prêts à faire. Est-ce que ça concerne, j'imagine, également votre ministère? Est-ce que ça concerne votre ministère? Moins 5%? Est-ce que... Alors, moi, mon ministère, il y a à la fois ce que le ministère a en dotation, qui est raisonnable et qui est d'abord un soutien sur l'aide universelle d'urgence. Les ministres vont dire que ce qu'ils ont est raisonnable. Oui, mais moi, c'est en dizaines de millions, quand d'autres, c'est en milliards. Vous voyez, les masses ne sont pas totalement les mêmes, parce qu'en fait, les crédits, moi, sur la question de l'égalité, c'est au ministère de l'Intérieur, c'est au ministère de la Justice, au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation nationale. Et là, après, on compte en milliards.
mais sur mon propre ministère, on finance des mesures qui sont essentielles. On finance le fait que ceux qui ne payent pas la pension alimentaire, eh bien, c'est l'État qui vient pour corriger ce manquement et qui ensuite va rechercher sur le compte du parent, très souvent du père, le fait qu'il ne participe pas et ça, c'est au soutien. Et donc ça, évidemment, on ne va pas dire aux femmes, écoutez, vous arrivez trop tard en bout d'année, donc on ne va pas payer. Donc ça, ce sera sanctuarisé. Ça, ce sera sanctuarisé. Et l'aide universelle d'urgence que j'avais créée, qui malheureusement fonctionne bien, puisque plus de 36 000 femmes ont bénéficié de cette aide universelle d'urgence. Je leur redis d'ailleurs, si certaines nous écoutent, c'est une aide qu'elles peuvent demander à partir du moment où elles ont porté plainte, par la CAF ou par les MSA. En moins de 3 jours, cette aide est délivrée. C'est à peu près 900 € qui est délivré pour immédiatement... Donc ça, c'est pas remis en cause non plus par les coûts budgétaires. Évidemment, on ne va pas dire, écoutez, vous êtes la 37 millième, donc vous n'y aurez pas droit. Donc ça, évidemment, ce sont des dépenses qui sont pleinement sanctuarisées. Mais est-ce qu'il y a des dotations aux associations de soutien aux femmes, par exemple, sur tout le volet des violences, sur tout le volet des violences, évidemment, il n'y aura pas 1 € en moins, parce que ce sont des causes qui méritent une mobilisation générale. Le Premier ministre l'a bien compris. Pour obtenir la non-censure du PS, le gouvernement a lâché, selon les Échos, 3 milliards d'euros. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ? Ça dépend ce qu'on lâche. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. Moi, je sais ce qu'on garde de la première mouture qui était faite par Michel Barnier et qui est, je crois, utile, que ce soit sur les fonctionnaires, sur une baisse d'indemnisation à 90% pour réaligner en cas d'arrêt maladie aussi avec les salariés du privé. Ça, je crois que c'est important et c'est une mesure aussi d'économie et qui est très symbolique aussi de mesure d'égalité. Il y a, vous le savez, un impôt supplémentaire, une taxation supplémentaire sur les grandes entreprises. Ça devait être pour 2 ans. On a dit que ce serait que pour 1 an parce qu'on ne veut pas justement alourdir la fiscalité et puis aucune hausse d'impôt sur les Français ou sur les collectivités. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Donc, vous avez connu, on le disait, Elisabeth Borne, Première ministre. Maintenant, vous êtes dans l'équipe de François Bayrou. François Bayrou, il a fait sa déclaration de politique générale il y a quelques jours et il y a un mot qu'il a à la bouche, c'est stabilité. Au risque de vous surprendre, je crois que cette situation est un atout. Parce que quand tout va bien, on s'endort sur ses lauriers, et quand tout paraît aller mal, on est contraint au courage. Et il y a un deuxième atout décisif, c'est le besoin, l'exigence, l'injonction que le pays nous assigne, retrouver la stabilité. Alors, changement de Premier ministre, est-ce que ça veut dire changement de méthode, Clément ? Oui, François Bayrou a réussi à convaincre le PS de ne pas voter la censure. J'aimerais vous entendre donc sur la méthode de François Bayrou. Pourquoi, selon vous, a-t-il réussi là où tous les premiers ministres avant lui avaient échoué, que ce soit Elisabeth Borne, Gabriel Attal ou Michel Barnier ? Déjà, je crois qu'il y a un coût à la censure. Et que le Parti socialiste qui avait censuré il y a quelques semaines commence à entendre des voix qui aujourd'hui s'expriment et disent que la censure, encore une fois, leur coûte parce que ça crée beaucoup d'incertitudes, ça crée du doute, ça crée de l'angoisse. Vous en parlez à n'importe quel élu local, à n'importe quel maire, vous dites moi je ne sais pas aujourd'hui composer un budget, je ne sais pas prévoir des investissements parce que je ne sais pas en fait si je pourrais compter sur le soutien de l'État, à quelle hauteur. Moi dans mon ministère, quand on parle du soutien des associations, je ne peux pas lancer un seul appel à projet pour aider les associations parce que le budget n'a pas encore été voté. Donc ça c'est les conséquences quand même très directes de la censure. Oui, mais peut-être se sont-ils fait aussi engueuler et ont-ils compris qu'il y avait un coût. Et puis je crois que très tôt, il a accepté l'idée, encore une fois, du compromis, qui oui. Mais ça veut dire que cette idée, mais qui à mon avis nécessaire. Infusé dans la tête des premiers ministres précédents. Il suffisait d'ouvrir des discussions et de faire des concessions. Regardez avec Elisabeth Borne le nombre de projets de loi qui ont été définitivement adoptés. Enfin, beaucoup avec 49.3 quand même. Non, pas beaucoup. Il y a la question budgétaire et il y a uniquement la question budgétaire et des retraites. Tous les autres textes ont été adoptés parce qu'il y a eu des compromis à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et je sais qu'on la résume à ce 49.3. Je trouve ça extrêmement injuste en vérité, parce qu'à la fin, quand vous avez des partis qui vous disaient quoi qu'il arrive, et là pour le coup, quels que soient les compromis, on ne pourra jamais voter le budget, bien, en effet, ça limitait un peu le champ de la discussion. Il y a eu des compromis sur la réforme des retraites avec la gauche ? On a essayé, en tout cas, vous avez bien vu ce qui s'est passé et pourquoi le 49.3 avait été engagé à la fin, parce que si une partie de la droite, à l'époque, n'a pas voulu finalement soutenir le texte. Aujourd'hui, peut-être que les choses seraient un petit peu différentes. Et je ne crois pas qu'on ait aujourd'hui un seul élu LR qui remette en cause le fait que cette réforme des retraites était nécessaire, par exemple. Ils étaient divisés, mais quand vous voyez François Bayrou réussir à convaincre les socialistes, est-ce que ce n'est pas un peu le moment de vous faire un peu d'introspection en tant que macroniste, de vous dire, on a refusé le dialogue,
dialogue pendant plusieurs années. Finalement, c'est ça qui fonctionne. Non, on n'a pas. Moi, j'ai été présidente de groupe. Justement. On discutait. Discuter, vous vous souvenez de séances quand même où c'était un peu tendu, où même vos oppositions disaient mais souffrez que de nous entendre, qu'on vous explique comment ça marche. Ça s'appelle aussi un jeu parlementaire et politique qui peut parfois confier. Vous n'étiez pas tendre avec vos oppositions. Non, mais comme ils n'étaient pas tendres non plus avec la majorité. Ok, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ça s'appelle un jeu politique. Oui. Et oui, on a fait des compromis. On a fait des compromis vraiment et sincères sur un certain nombre de textes qui n'auraient pas pu être adoptés sinon. Ça, la preuve, elle est faite, encore une fois, du nombre de textes qui ont réussi à être adoptés, notamment sous Elisabeth Borne. On voit Olivier Faure, le patron du PS. Est-ce que c'est un allié aujourd'hui ou est-ce que c'est toujours un adversaire? Parce que ça a été quand même très tendu ces dernières années avec le PS qui faisait partie de la NUP à l'époque. Je pense qu'eux-mêmes ne se considèrent pas comme des alliés. Et vous les considérez et qu'ils se considèrent comme étant dans l'opposition, tout simplement. La question, c'est pas adversaire. La question, c'est que c'est un parti d'opposition. Et est-ce que, malgré le fait qu'ils soient un parti d'opposition, ils sont prêts à faire des compromis avec nous et nous avec eux? Vraisemblablement, aujourd'hui, c'est le cas. Et j'espère que ce sera le cas. Est-ce que vous les définiriez comme des partenaires, des alliés, des interlocuteurs? Non, alliés, je pense que même eux n'accepteraient pas qu'on choisisse ce terme. Parce que pour être alliés, il faut être deux. Et ils n'ont pas envie d'intégrer la majorité ou le socle commun, quel que soit le terme que vous employez. Je crois que ce n'est pas leur agenda politique. Ils sont dans l'opposition. Clairement. Est-ce que pour autant, ça nous empêche à un moment d'avancer? Parce que moi, je crois beaucoup, en effet, à la demande de stabilité du pays. Moi, c'est ce que j'ai entendu tout le week-end. Cette demande, à un moment, de se dire, on ne va quand même pas vivre avec un nouveau gouvernement tous les mois, tous les 3 mois, on ne peut plus se projeter. Est-ce que François Bayrou, finalement, ne revient pas à l'essence du macronisme de 2017, c'est-à-dire au-delà, droite et gauche réunies? On a eu quand même l'impression, au fil du temps, que le balancier poussait vers la droite. Et finalement, on a l'impression que François Bayrou incarne un peu, aujourd'hui, ce rassemblement tant désiré entre l'arc de partis de gouvernement, si je puis dire. Déjà, c'est un macroniste aussi. Il est du modem, lui. Mais justement, il est du modem. Il a fallu attendre un modem pour qu'on y arrive. En tout cas, il a été l'un des soutiens essentiels à la candidature d'Emmanuel Macron en 2017. Oui. Je pense qu'il faut s'en souvenir, avoir de la mémoire par rapport à ça, et ce qui nous a permis de réaliser. Après, oui, je pense qu'il a toute sa vie plaidé pour cette capacité, justement, d'alliage et de compromis. C'est la signature modem. Oui, mais je pense que c'est un peu différent du projet politique qu'on a porté. On a porté et on porte un projet politique depuis 2017 qui a aussi permis qu'il y ait un rassemblement de personnes qui avaient des positions qui étaient différentes. Là, on ne dit pas aux socialistes, comme on ne dit pas à d'autres, venez avec nous et on va vous manger, vous englober, ou vous venez adhérer à la nouvelle majorité, ou on va constituer une nouvelle majorité. On leur dit face à une situation complètement inédite, politique, une situation dangereuse d'un point de vue budgétaire et financier. Est-ce qu'on est capable d'avancer malgré tout? Parce qu'il y a deux méthodes, deux écoles en fait. Celle qui était, j'allais dire, celle d'origine d'Emmanuel Macron, qui était de dire on fait tous ensemble, et François Bayrou qui lui vient du MoDem et dit on peut travailler tous ensemble, mais pas forcément en étant ensemble. Mais parce que de toute façon, mais parce que les forces politiques demandent aussi des choses différentes. À la période du Celles moment. Et ceux qui nous ont rejoints depuis 2017 ont souhaité adhérer à notre projet politique. Aujourd'hui, que ce soit le Parti socialiste par exemple, ne souhaite pas adhérer au projet politique. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre. Il faut que ce soit une nouvelle étape, mais aussi pour eux. Qui sortent de l'emprise quand même de la France insoumise, c'est quand même une bonne nouvelle pour ceux qui croient aux valeurs de la République. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on fait des coalitions. C'est des gens qui ne veulent pas forcément être ensemble, mais qui sont d'accord pour travailler ensemble par projet. Oui, mais je pense qu'on n'est pas à l'étape de la coalition. Et quand vous regardez les résultats d'autres coalitions, notamment juste à côté de chez nous en Allemagne, je ne suis pas certaine que ça ne crée pas plus de confusion, voire plus de montée de l'extrémisme. Ou d'instabilité. Ou d'instabilité. Donc je pense que le sujet, il n'est pas une coalition. Le sujet, on fait face à un moment totalement inédit et un moment dangereux pour nos finances publiques, mais pour les conséquences que ça aurait pour les Français. Donc soyons un peu responsables. Michel Barnier s'était plaint d'un manque de solidarité dans son propre camp, ce qu'il avait d'ailleurs fragilisé. Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, des députés du groupe Renaissance et de leur président, Gabriel Attal ? Je crois qu'il y a un impératif, c'est qu'on réussisse. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment où on voit qu'on est prêt au compromis, le moment où on voit, c'est ce dont on discute depuis le début, que même une partie du Parti socialiste serait prête à soutenir cette idée de compromis, qu'en notre propre sein, les choses pourraient se diviser. Ce serait quand même un contretemps absolu. On ne peut pas se permettre en fait, le luxe d'avoir une nouvelle censure, parce qu'on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas avoir de budget ou budget pour la sécurité sociale. Donc je pense que tout le monde a compris qu'il allait falloir qu'on travaille ensemble. Tout le monde. Pour compléter la question de Clément, le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, c'est Gabriel Attal, qui est aussi, Ensemble pour la République, qui est aussi patron du parti. Il peut faire les deux?
Ça, c'est lui qui va en décider. Non, mais vous pensez que c'est faisable? Moi, Vous êtes présidente de groupe. Non, moi j'ai toujours pensé que c'était deux fonctions différentes. Donc il va devoir choisir. Il devra. Non, je ne vais pas lui imposer. Et maintenant, je suis en plus au gouvernement. Donc imposer, conseiller. Oui. C'est aux députés de le décider, de se dire est-ce que les deux fonctions. Il peut faire les deux sont pour l'instant, en tout cas. En tout cas, rien ne l'en empêche statutairement. Après, c'est aux députés de le souhaiter ou de ne pas souhaiter qu'il y ait éventuellement un changement. La question, elle n'est pas là de toute façon. Là, le sujet, c'est qu'on travaille tous pour espérer avoir un budget. Donc je pense que de toute façon, ce n'est pas dans ce moment qu'il faut se poser la question. Oui, Madame Berger, au moment où on se parle, Donald Trump est en train de faire son discours. Il vient de déclarer que les États-Unis allaient reconnaître seulement 2 genres, hommes et femmes. Vous êtes en charge, évidemment, des luttes contre les discriminations envers les personnes transgenres. Vous avez fait polémique parce que vous avez reçu 2 militantes ouvertement transphobes, Dora Muto et Marguerite Stern. Comment vous allez, vous, en France, protéger, en tant que ministre, avec vos actions, les personnes trans qui sont victimes de discrimination, de menaces, d'injures, de diffamation? C'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que la loi, elle protège, évidemment, quelle que soit l'identité de genre, quelle que soit l'orientation sexuelle, quel que soit le sexe. C'est ce que disent aujourd'hui nos textes. Il n'y a pas du tout vocation à les changer. C'est aussi pour ça qu'on souhaite assumer qu'au sein de nos établissements scolaires, on puisse, encore une fois, expliquer que des différences, ça existe et que, encore une fois, mais c'est un enjeu qui est majeur. Parce qu'on voit malheureusement le harcèlement ou le cyberharcèlement. Vous regrettez de les avoir invités, de les avoir reçus? Je ne les ai pas reçus en tant que ministre, je les ai reçus quand j'étais députée, je m'en suis exprimée à peu près, je ne sais pas, 10 000 fois. Et c'est tenace, c'est bon. Les gens vous en veulent, c'est pour ça. Oui, non, certaines personnes m'en veulent, beaucoup de comptes anonymes. Ce qui est aussi un sujet en démocratie, que systématiquement, et sujet des réseaux sociaux toujours. Ces attaques n'existent que par l'insulte, que par la menace et que par l'anonymat. Je pense qu'on peut s'interroger là-dessus. Accessoirement, il ne faut pas oublier qu'elles ont été les premières aussi à lutter sur la question des féminicides. Et c'est aussi dans ce cadre-là, surtout d'ailleurs dans ce cadre-là, que je les avais reçues et qu'on avait pu échanger. La loi est claire, la loi doit protéger, quelle que soit l'identité, quelle que soit l'orientation, quel que soit le sexe. Revenir à l'enjeu politique, une question de Victoria, parce qu'on parlait tout à l'heure de devoir faire des rassemblements de différentes tendances, mais et après? On parlait de renaissance. Gabriel Attal veut en faire un parti de masse. La relève pour 2027, la présidentielle, vous pensez qu'elle viendra d'où? De Renaissance ou de la droite? Je ne sais pas vous répondre aujourd'hui. En un an, on a vécu 4 gouvernements, une dissolution et une censure. Donc vous voyez, il s'est passé tellement de choses. J'espère que 2025 sera plus stable et plus calme d'un point de vue politique. Donc je ne sais pas répondre aujourd'hui. Il y a des candidats à droite qui vous intéressent ou vous dites il ferait de bons candidats pour la présidentielle? Les questions qu'on devra se poser, c'est est-ce qu'il faut ou pas une candidature unique, par exemple. Ça, c'est un vrai débat de fond qu'on doit avoir. Mais surtout avant, il faudra qu'on s'interroge sur le projet qu'on a envie de porter pour les Français avant de savoir si c'est un tel ou une telle qui souhaiterait le porter. Donc, c'est un peu prématuré. Là, déjà, dans 15 jours, on va devoir avoir un vote sur le projet de loi de finances, sur le budget. Donc, allons-y par étapes. Déjà, garantissons un budget pour le pays, ensuite un budget de la sécurité sociale, et puis, rassurez-vous, on aura le temps d'en rediscuter. Aurore Berger, il y a un autre événement sur lequel je voudrais revenir avec vous, parce qu'on parle beaucoup de l'investiture de Donald Trump, qui efface un petit peu un autre qui est quand même énorme, qui est la libération des otages israéliens qui étaient aux mains du Hamas, après la signature d'un cessez-le-feu pour 6 semaines. On n'a pas de nouvelles, à l'heure qu'il est, des 2 otages franco-israéliens, c'est le ministre des Affaires étrangères qui disait ce matin. Dès le 7 octobre 2023, au moment des attaques du Hamas, vous dénonciez l'antisémitisme qui tout de suite s'était exprimé en France. Il va y avoir la relance des assises de lutte contre l'antisémitisme. Vous en attendez quoi? En fait, ce qui est le plus spectaculaire, c'est de se dire que face à des attaques terroristes qui ont délibérément tué des enfants, des vieillards, des femmes, des hommes, parce qu'ils étaient juifs, on a eu non pas un mouvement d'empathie et de solidarité, on a d'abord eu un mouvement d'antisémitisme. Et aujourd'hui... Pas dans l'ensemble de la société, quand même. Alors, vous avez eu beaucoup d'indifférence, à minima, dans la société. Ah, peut-être, mais... Oui, mais ce qui est un problème aussi. Oui, mais j'entends. L'indifférence, elle est un problème, en fait, sur ces questions-là, de considérer qu'en fait, on ne se sent pas concerné parce qu'on n'est pas juif. Encore une fois, l'antisémitisme, c'est pas que l'affaire des juifs, ça devrait tous nous concerner. Et c'est pas seulement exprimer d'antisémitisme, c'est aussi le silence, c'est ça que vous voulez dire? Je pense que l'indifférence est un problème. Quand moi, j'échange avec des étudiants et que ces étudiants m'expliquent qu'ils se retrouvent seuls dans un amphi, qu'on veut plus s'asseoir à côté d'eux. Tout simplement parce qu'ils sont juifs. Il n'y a personne qui a suffisamment de courage ou de colonne vertébrale ou de valeur pour se dire cet étudiant, on ne va justement pas le laisser seul alors qu'il a fait quoi? Rien.
Revenons aux assises. On l'attaque sur son identité réelle ou supposée. Ça, c'est un vrai sujet dans notre société. Revenons aux assises contre l'antisémitisme, c'est au mois de mars. C'est en février, 13 février prochain. Vous en attendez quoi, vous? D'abord, il y a un vrai sujet, je pense générationnel, il faut assumer. Regardez les sondages qui sont sortis sur Charlie Hebdo, 10 ans après, où la société était autant Charlie qu'avant, mais où il y avait une fracture entre les générations. Et on ne peut pas accepter en fait, que cette fracture, elle s'aggrave en fait, de semaine et de mois en mois. Et donc, on a ce sujet-là sur le monde universitaire, sur le monde étudiant. Comment on fait pour que nos étudiants ne se sentent pas seuls? Comment on fait pour que tout le monde se sente concerné et se sente protégé? Donc ça, c'est le premier point, évidemment, que je souhaite traiter. Vous voulez revoir la notion d'antisémitisme, y intégrer la notion d'antisionisme? Alors non, c'est un confidentiel un peu rapide qui a été fait. Ah, alors justement, c'est le moment d'expliquer. Non, mais en fait, on a déposé, c'est totalement public de toute façon, on a déposé... Pour regarder ma consoeur de Challenge. Oui, parce que c'était dans Challenge. J'ai compris. Alors, vous allez vous expliquer. Donc, précisément, qu'est-ce que vous voulez changer dans la loi? Alors, c'est pas d'inscrire l'antisionisme dans l'antisémitisme. Non, c'est plus complexe que ça. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, il a changé de visage. Qu'il en a surtout plusieurs, notamment, en effet, ce qui est l'antisionisme. Et l'antisionisme, je rappelle que c'est pas la critique libre, évidemment, du gouvernement. Ça n'a jamais été ça, l'antisionisme. L'antisionisme, c'est, encore une fois, d'attaquer la légitimité et l'existence même d'un État, qui est un État souverain. Qu'est-ce que vous voulez renforcer dans la loi, du coup? Eh bien, il y a justement cette caractérisation de ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? C'est ce sur quoi, justement, les assises vont pouvoir Mais pour vous, travailler. c'est quoi? C'est pour ça qu'on fait appel à des avocats, c'est pour ça qu'on fait appel à des magistrats. Aurore Berger. Oui, très bien, mais moi, Aurore Berger, ce que je fais, c'est que je fais des choses sérieuses. Et je ne fais pas une annonce à l'emporte-pièce, je fais des choses sérieuses avec des avocats, avec des magistrats, de manière à savoir comment mieux caractériser les choses, parce que vraisemblablement, il y a des faits qui nous apparaissent comme étant des faits d'antisémitisme et qui ne sont pas suffisamment clairement établis pour qu'ensuite ils puissent être appréhendés par... Il y a quand même question d'antisionisme ou pas dans cette évolution? Nous allons en débattre lors des assises avec des avocats, avec des magistrats qui vont travailler sur le sujet, avec des professeurs de droit public, de manière à caractériser les choses, à mieux les appréhender et à mieux sanctionner. Il faut quand même avoir en tête qu'il n'y a que pour Israël qu'il y a ce traitement-là. Personne n'appelle à la destruction de l'Afghanistan, personne n'appelle à la destruction de l'Iran. Il n'y a que pour un État au monde, un seul. Ça devrait quand même tous un peu nous interroger. On va parler maintenant des dossiers qui sont au cœur de votre ministère. On va commencer, il y a différentes choses, on ne va pas tout mettre sur la table, mais certaines choses, notamment renforcer la loi sur le viol et la notion de consentement. C'est toujours un peu compliqué, mais on va essayer d'avancer. Clément. Oui, il y a un rapport qui va être remis demain par les députés Véronique Rioton et Marie-Charlotte Garin qui préconise d'inclure dans la définition du viol la notion de consentement. Est-ce que vous y êtes favorable? C'est un sujet qui divise, y compris chez les féministes. Oui, alors ça divise les féministes, ça divise aussi même les spécialistes sur la question pénale. Moi, j'ai toujours dit que j'étais favorable au fait d'intégrer le consentement dans notre code pénal pour deux raisons. Une première, c'est qu'on a quand même aujourd'hui des magistrats qui nous interpellent en nous disant il y a des situations qu'on n'arrive pas bien à appréhender, où on a dû, malheureusement, on n'a pas pu sanctionner parce que la frontière était trop floue. Et donc, il y a quand même un sujet, à un moment, de capacité à sanctionner sur ce qui est un crime, c'est-à-dire le viol. Et d'autre part, on a un sujet aussi dans la société. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, le consentement? Consentir, ça ne veut pas dire « elle n'a pas dit non ». Et ça, on a quand même cet enjeu-là. Comment on arrive à ce que ça infuse vraiment toute la société? Donc vous êtes pour l'inscription de la notion de consentement. Maintenant, il va falloir la définir. Exactement. Donc j'attends avec impatience le rapport qui sera en effet présenté demain. Et sur la base de ce rapport, c'est là où on va travailler. Mais vous le reprendrez totalement, le rapport ou... Alors, ce sera sous la forme d'un projet de loi Non, l'idée, c'est que ça reste une initiative parlementaire, donc proposition de loi, puisque les parlementaires ont travaillé de manière transpartisane. Renaissance avec Véronique Rioton, écologiste avec Marie-Charlotte Garin. Donc autant leur laisser la main, puisque c'est elles qui ont travaillé sur cette question-là. Je comprends, j'en ai parlé avec la présidente de l'Assemblée nationale, que le texte serait envoyé au Conseil d'État pour garantir justement la sécurité juridique du texte, qui est rare. Faut être sûr que ce soit valide. Dans le cas d'une proposition de loi, c'est très rare. Et je pense que c'est... D'envoyer au Conseil d'État comme ça? Oui, d'envoyer au Conseil d'État. Et je pense que c'est symbolique. Vous y voyez quoi? Un engagement aussi de la présidente de l'Assemblée là-dedans? Oui, bien sûr, un engagement à la fois personnel sur la question des droits des femmes, mais au-delà de ça, la garantie que juridiquement, parce que vous le dites vous-même, c'est compliqué à définir, eh bien la garantie qu'encore une fois, juridiquement, on va dans le bon sens. Gaëlle. C'est vrai que Maître Antoine Camus, qui est un des conseils de Gisèle Pellicot, il avait exprimé un peu, il semblait dubitatif sur ce sujet. Il craignait, et c'est souvent un peu la crainte des juristes, que ça n'inverse la charge de la preuve et que ce soit aux victimes de prouver qu'elles n'ont pas consenti et que parfois elles se sont trouvées un peu forcées à consentir parce qu'elles étaient harcelées ou parce qu'elles étaient menacées ou voilà.
voilà, et il dit, bon, c'est peut-être un piège, et en tout cas, c'est à manier avec beaucoup de précautions. Vous êtes bien consciente un peu de l'ensemble des choses là, qui est une précaution très sincère. La personne que vous mentionnez, évidemment, bien sûr. Il n'y a pas d'ambiguïté sur les positions qui sont les siennes. Et donc, évidemment qu'il faut beaucoup de précautions. Et c'est pour ça qu'on va lire avec précision le rapport qui sera présenté demain par les parlementaires. Envoi au Conseil d'État. Je pense qu'il n'y a pas de plus haute sécurité juridique que l'avis qui sera rendu par le Conseil d'État. Et je pense que c'est un avis qu'il faudra suivre pour justement, encore une fois, garantir qu'ensuite, il n'y ait pas de doute sur la manière... Vous attendez à des débats un peu tendus dans l'Assemblée nationale là-dessus? Tendus, j'espère pas et je pense pas. Non, mais des débats un peu... mais en tout cas, des véritables débats sensibles. De fond sur... Ça ne fait pas forcément l'unanimité. Hein. Non, mais c'est pas grave que ça fasse pas l'unanimité. Non, mais d'accord, mais ça peut être... Vous savez, c'est comme tous les sujets de société, ça peut faire ressurgir plein de choses. J'ose espérer que ça n'aille pas dans ce sens-là, qu'il y ait un vrai débat de fond sur l'opportunité ou pas, sur le caractère juridique et la bonne définition, ça évidemment, et je pense qu'il y aura des vrais débats, je l'espère, de qualité. J'espère que ça ne fera pas ressortir d'autres choses. Victoria. On parlait de Gisèle Pelicot, il y a eu cette émotion au moment des procès des viols de Mazan. Il y a une pétition maintenant qui circule pour qu'elle soit prix Nobel de la paix. Est-ce que vous la signez, cette pétition ? Alors moi, je ne signe pas de pétition parce que je suis au gouvernement et que je trouve que ce n'est pas totalement notre rôle. Après, sur le fond, je ne sais pas. Déjà, il faudrait avoir son avis. En fait, je pense que c'est une femme qui, malgré elle, s'est retrouvée, est devenue une icône. Elle n'a pas cherché, pour des raisons évidentes, cette place-là. Elle n'a pas cherché cette notoriété-là. Mais elle l'a assumée pleinement pour permettre d'envoyer un message très clair. Le courage qu'il a fallu déjà pour assumer d'avoir un procès public, c'est ça aussi qui est sans précédent. C'est pas juste le nombre de prévenus, c'est pas juste les condamnations. Gisèle Pelicot, prix Nobel de la paix. Elle est assumée que tout soit rendu public. Gisèle Pelicot, prix Nobel de la paix, ça serait pas mal. Peut-être. J'avoue que j'aimerais aussi avoir son avis à elle. Je ne sais pas si elle a... Non, mais c'est vrai, sincèrement. Oui, je ne sais pas si elle-même... Elle l'a voulu que ce soit public, puisque c'était même contre l'avis du président de la Cour. Et voilà, donc elle l'a intimé. C'est ça qui, à mon avis, changeait complètement, évidemment. Donc il faut lui demander si elle est d'accord pour être... Non, mais pourquoi pas? C'est peut-être pas inintéressant. Elle le mériterait. En tout cas, elle a traversé des épreuves qui sont indescriptibles. Et elle va devoir en retraverser. Puisqu'il y a un appel. Enfin, plusieurs appels. Oui, Madame Berger, je suis un peu mal à l'aise, moi, dans la situation actuelle en France. Je m'estime comme étant quelqu'un plutôt déconstruit sur les violences faites aux femmes, etc., etc. Et il y a quand même une offensive réactionnaire dans le pays contre le droit des femmes. On a parlé de l'IVG, on a parlé d'autres sujets, notamment sur l'EVARS. Il y avait dans le précédent gouvernement un ministre... L'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Donc, qui est en gros, dès l'enfance, apprendre le consentement aux enfants. Et certains disent, oui, mais c'est aux parents de faire ça, etc. Il y a cette offensive-là, et il y a des femmes, toujours, qui ne se sentent pas en confiance quand elles sont à côté d'un homme dans le métro, etc. En tant qu'homme, qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est peut-être bête comme question, mais qu'est-ce que moi je peux faire? J'essaie de faire de mon mieux, d'écouter, mais comment on peut arriver à... Non, je pense que c'est pas bête comme questionnement, parce que c'est le principal questionnement qui est posé justement par l'affaire Mazan. C'est un moment, quelle est la responsabilité de la société, hommes et femmes, et comment on peut ensemble faire avancer les choses. Moi, je crois évidemment au rôle éducatif, et l'idée de l'éducation à la vie affective, c'est pas de remplacer les parents, c'est d'assumer que déjà il y a un fléau dans notre pays qui s'appelle les violences sexuelles, et que les violences sexuelles, elles arrivent dans l'intimité, et quand elles arrivent dans l'enfance, elles arrivent dans la famille. Mais même ça, quand vous dites qu'il ne s'agit pas de remplacer les parents, même ça fait polémique. En disant, certains disent l'école va remplacer les parents. Oui, mais tout est polémique. Non, mais vous imaginez le débat un peu. C'est le moment politique dans lequel on est. Mais vous imaginez le débat. Polémique. Mais c'est pas parce que c'est polémique de normal il ne faut pas le faire. Et je pense qu'il faut évidemment qu'on s'y engage très clairement, parce que c'est comme ça qu'on traite le sujet à la racine. C'est la manière avec laquelle, dès le plus jeune âge, on est éduqué en tant que fille et en tant que garçon. Évidemment. Alors justement, l'éducation affective et sexuelle à l'école, Clément. Justement, ce nouveau programme, il est entre les mains du Conseil supérieur de l'éducation, si j'ai bien compris, là, depuis quelques semaines, après la polémique qu'il avait déclenchée, notamment chez vos alliés de la droite républicaine et puis également au sein du Rassemblement national. On en est où exactement ? Alors, on en est là où vous le décrivez, c'est-à-dire finalisation des programmes avec Elisabeth Borne. L'idée, c'est que fin du mois ou début février, ces nouveaux programmes puissent sortir, parce qu'en fait, là, tout le monde fantasme sur des programmes qui ne sont même pas finalisés et qui, de toute façon, seront rendus publics. Donc, ce sera totalement transparent. Les parents qui s'inquiètent, parce que c'est sûr qu'à force d'entendre les horreurs absolues qu'on lit sur ce que, soi-disant, on voudrait mettre dans la tête de nos enfants, je pense qu'il y a des parents sincères mais qui s'inquiètent. Entre parenthèses, c'était un ministre il y a encore 15 jours qui disait ça. Oui, mais je l'avais dit publiquement et je vais condamner publiquement les propos qui ont été les siens, parce que je pense qu'il a participé de ce climat-là. Et ce qui m'inquiète, c'est sans doute qu'il n'avait pas lu les programmes envisagés. Et vous pensez que ça lui a valu son poste ?
J'en sais rien, mais en tout cas, je pense que c'est serait bien qu'il n'ait pas été renouvelé à ce poste-là. Est-ce que vous craignez qu'on aboutisse à une version édulcorée de ce programme? Non, parce qu'on y travaille main dans la main, moi-même et Elisabeth Borne. Vous avez des garanties là-dessus? De la même manière que je pense que personne ne peut dire qu'on est dangereuse wokiste, je pense que personne ne peut nier notre engagement sur l'éducation et l'éducation dès le plus jeune âge des filles et des garçons. Donc je pense qu'on arrivera, et je l'espère, à un programme cohérent, solide, dès le plus jeune âge, où évidemment, en fonction de l'âge de nos enfants, en fonction de la maturité, moi je suis moi-même une maman, mais même ma petite fille de 2 ans, il y a des choses que je sais lui dire. Je sais lui dire et je sais lui parler de qui a le droit de la toucher, de ne pas le droit de la toucher, son corps, le respect. Ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et quand on ne l'apprend pas dans la famille, parce que malheureusement, dans certaines familles, on nous apprend le pire, eh bien, il faut qu'au moins dans votre vie, vous ayez un référent à l'école, que ce soit une infirmière scolaire, que ce soit un intervenant agréé, que ce soit un enseignant, qui vous dise que ce qui vous arrive est tout sauf normal. Parce que c'est ça aussi l'enjeu dès le plus jeune âge. Pourquoi on l'a mis dès la maternelle? Parce qu'il y a des enfants qui sont concernés. Est-ce que vous êtes sûr que ce sera respecté dans tous les établissements scolaires? Ce sera la loi. Non, mais je vous le dis. Aujourd'hui, elle ne s'applique pas. Pourquoi je vous dis ça? Il faut qu'elle s'applique. Est-ce que vous êtes sûr que ça s'appliquera, y compris dans l'enseignement catholique? Mais pourquoi ça ne s'appliquerait pas? Parce qu'il y a des choses qui ne s'appliquent pas. Mais je pense que, il n'y a pas de. L'enseignement, c'est pas à la carte. Peut-être, mais vous savez bien que dans certains établissements catholiques, il y a des choses qui ne sont pas faites. Et donc, il faut à un moment qu'on respecte la loi et qu'on respecte le cas, d'autant plus quand on est soutenu par l'État et par tous les Français. Moi, je suis une fervente défenseur du fait que les parents soient libres de leur choix entre l'enseignement public et l'enseignement privé. J'ai d'ailleurs moi-même fait les deux quand j'étais enfant, donc j'ai aucune difficulté par rapport à ça. Par contre, encore une fois, face au fléau des violences sexuelles dans l'enfance, face au fléau des violences intrafamiliales, face aux enjeux majeurs sur l'éducation, face au fait que sinon nos ados, ils vont s'informer ailleurs et ils vont se Donc ça devra être fait dans tous les établissements scolaires. Il faut que ce soit fait dans tous les établissements scolaires. On prend note. Sur les violences sexuelles et sexistes, on va en parler aussi. Ça fait partie de vos dossiers. Vous savez que le Premier ministre en a parlé dans la déclaration de politique générale. Vous avez remarqué? J'avais peut-être même échangé avec lui en amont. Une phrase et demie, 20 secondes. Il en a parlé dans une déclaration. Moi, je sais que c'est un engagement personnel 20 secondes, une phrase et demie. Je sais aussi que moi, je suis devenue ministre, alors qu'avant, c'était entre deux virgules, c'était à la fin. Bah tiens, j'ai peut-être oublié. Non, c'était pas à la fin. C'est pas vrai. J'ai regardé. C'est pas vrai. Entre 2 virgules et 20 secondes. Il en a parlé, il l'a mentionné, et c'était important. Et ça suffisait. Ce qui suffit, c'est les politiques qu'on va mettre en œuvre et le fait que moi, j'ai son plein soutien et celui du président de la République pour pouvoir les mener. Moi, c'est ça qui m'importe au quotidien. Alors, en tout cas, vous avez soutenu ce texte sur les violences sexistes et sexuelles quand vous étiez député. Il va être examiné en commission ce mercredi à l'Assemblée nationale. Quelle est la mesure à laquelle vous tenez absolument? Les 3. Ah bon? Il y en a 3. Je n'ai pas fait un texte fleuve de 50 articles. J'en ai fait 3. 2 sur la question de la prescription. Moi, je veux qu'on puisse rendre imprescriptibles les crimes sexuels qu'on a subis en tant qu'enfant. Je le fais en matière civile, pas en matière pénale, parce que ça, c'était aussi une demande de clarification juridique, parce qu'en matière pénale, il n'y a que les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Et je peux comprendre qu'on garde cette précaution-là. Il y a la prescription dite glissante, parce que malheureusement, quelqu'un qui a commis un viol, s'il n'est pas appréhendé, il y a de très fortes chances qu'il récidive. Et donc l'idée, c'est que la prescription court à partir du dernier crime, ce qui permettrait à beaucoup de femmes d'avoir accès à la justice et de remettre le calendrier à zéro à chaque fois, j'allais dire. Malheureusement, oui, quand c'est quelqu'un qui n'a pas pu être appréhendé. Et parfois, d'ailleurs, c'est très violent pour les victimes de se dire, en fait, il y a une victime 10 ans après, elle peut avoir réparation et justice. Moi, je ne peux plus parce que j'ai une prescription. Alors justement. Et dernier point, sur la question des violences intrafamiliales, la question du contrôle coercitif, parce que les violences, ce n'est pas que les coups, et ça ne commence en général évidemment pas par les coups, c'est tout le reste qui se met en place, tout un système qui se met en place pour essayer de vous isoler, de vous priver d'un certain nombre de vos droits et de vos libertés. Justement, Aurore Berger, face à vous maintenant, on va accueillir tout à l'heure une femme qui va vous parler d'elle, de sa vie. Tiffaine Bell, qui vient d'écrire un livre justement dans lequel elle raconte sa vie et dont le portrait est signé Marco Pommier. Face à vous ce soir, Aurore Berger, une femme victime de violences conjugales. Il aimait bien m'attraper par la nuque, par la gorge, et il me tirait souvent les cheveux, il me faisait tomber des escaliers. Quand il était vraiment en colère et que je me débattais, il m'amenait jusque la porte d'entrée quand je disais que je voulais partir et il m'arrachait mes vêtements pour me jeter nue dans la rue. Cette aide-soignante a vécu l'enfer l'année de ses 25 ans, battue, séquestrée, violée, dans les griffes d'un homme marié. Son bourreau, condamné aujourd'hui à 18 ans de prison pour viol et violence sur 3 femmes. Une issue victorieuse après l'inaction de la police. À 10 reprises, elle s'est rendue au commissariat sans que sa plainte ne soit prise en compte. Une fois, je suis allée là-bas, la dame qui m'a reçue au bureau de police
Elle m'a dit qu'il ne fallait pas que je porte plainte par jalousie parce que c'était un ex et qu'il s'était remis avec son épouse. Son histoire, poignante, révoltante, elle la raconte dans ce livre, Vivante. Je me souviens très précisément des 3 derniers mots que j'ai prononcés en fixant Rudy droit dans les yeux. Échec et mat. Non, il ne m'avait pas brisée. J'étais debout, pleine de vie, insoumise. Plus que jamais vivante, malgré les séquelles pour celle qui confie ne plus savoir pleurer. Un témoignage pour comprendre la mécanique des violences conjugales. Face à vous, Tiffany Bell. Tiffany Bell que nous accueillons sur ce plateau. Je vous laisse saluer la ministre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et je vous laisse vous installer ici. Vous allez nous dire, ou vous allez plutôt dire à la ministre Aurore Bergé qui est en face de vous, pendant quelques minutes, ce que vous attendez d'elle. Qu'est-ce qui doit changer? L'écoute. L'écoute dès le départ, peut-être les premiers signes. Le fait d'avoir des voisins qui se taisent, qui montent le son pour ne pas entendre. La pudeur, la honte qu'une victime ressent. Et qui la pousse aussi à tout perdre finalement, les premières violences qui ne sont pas forcément des coups. J'avais un travail, j'avais tout ce qu'il fallait, j'ai eu des collègues qui se sont doutés, qui n'ont rien dit, qui manquaient peut-être d'informations, peut-être de formation professionnelle, d'écoute des agents de police aussi d'une part, et de la prise en charge aussi des victimes et des enfants, parce qu'on n'est pas seul. Souvent, on a des enfants qui nous retiennent et qui ralentissent aussi le processus en se disant mais que leur fait-on vivre et que va-t-il se passer, où est-ce qu'on va finir et à quel moment on est écouté. Alors, il y a plusieurs choses, effectivement, mais notamment ce que j'ai noté, c'est les gens qui se taisent autour. Mais ça, vous l'avez déjà dit un peu. Les agents de police, disait Tiffany Bell, c'est-à-dire que quand vous allez à la police, on ne vous écoute pas, on prend ça comme ça entre deux couloirs, c'est ça que vous voulez dire? Oui, les conditions d'accueil au départ. Comment changer ça, justement? Alors, c'était il y a 10 ans, je sais qu'il y a eu des choses qui ont évolué. Cependant, cette année encore, j'ai été appelée pour une permission et l'agent de police a fait de l'humour en disant que s'il ressortait, il allait sûrement retomber amoureux et me recontacter. Alors, c'est un manque de délicatesse incroyable. Je me dis qu'effectivement, j'ai eu de la chance de tomber sur un super OPJ qui m'a écoutée, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais déjà, merci d'avoir accepté de venir, de vous exposer comme ça et de témoigner. Je lirai évidemment le livre avec beaucoup d'attention. Il y a plein de choses. Moi, il y a ce que j'ai appelé les voisins vigilants. Vous savez, on est habitué maintenant à avoir ces petits signaux de voisins vigilants pour lutter contre les cambriolages, comme si là, il fallait qu'on se mobilise tous. Je pense qu'en fait, il faut la même chose sur la question des violences. Il ne faut en effet pas monter le son de la télé quand on a une femme ou quand on a un enfant qui est victime de violence. C'est jamais de la délation d'appeler le 17 parce qu'on a un doute. Il vaut mieux, en cas de doute, appeler parce qu'on peut sauver une vie plutôt que de ne pas le faire. Il y a la question de la formation. Évidemment, la formation des policiers, des gendarmes, des magistrats. Mais en fait, c'est une formation un peu de tous. Parce que c'est ce que vous dites, mais je ne veux pas trahir vos mots, mais ça ne commence pas par des coups. Les femmes ne sont pas stupides, en fait. Vous savez, si au premier jour, à la première heure d'une relation, on se faisait tabasser, on partirait tout en courant. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Ce n'est pas le premier jour, ce n'est pas la première heure. Mais c'est tout un climat qui se met en place qui fait qu'à la fin, les violences, elles deviennent possibles. Et comme on n'a plus personne à qui en parler, parce qu'on est seul, parce qu'on est isolé, parce que parfois on n'a plus d'emploi, parce qu'on voit moins notre famille, parce qu'on a moins de relations sociales et d'amis, et bien là, on est en tête-à-tête, en fait, avec son bourreau. Il y a la question des enfants, parce que les enfants, c'est à la fois la raison pour laquelle on reste et la raison pour laquelle on part. On reste parce qu'on a peur de... Est-ce que ce sera pire pour eux si on part? Et à la fin, on part parce qu'on se dit, mais eux aussi sont victimes. Et maintenant, ils sont reconnus aussi comme des victimes. Donc c'est... Voilà, c'est tout cet ensemble-là qu'il faut qu'on arrive Tiffany Bell, votre bouger. livre s'appelle Vivante. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez voulu dire en choisissant ce titre? Je pense qu'il veut tout dire. C'est que j'ai eu la chance, moi, d'être vivante malgré tout. Quand on connaît le nombre de féminicides, le dernier encore en date de cette année, c'est quand même incroyable. Tout le monde a pu entendre, s'est douté. Peut-être, moi j'ai été isolée d'abord par la perte de mon travail, puis après par l'isolement de la famille, des amis. Une fois seule avec son bourreau, que fait-on? Je voulais partir, mais quel lieu d'urgence pour accueillir une femme avec des enfants? Alors, où sont les lieux d'urgence? Il en manque, il n'y en a pas assez. En fait, c'est pas juste le lieu dont on a besoin. Il y a de plus en plus d'hébergements d'urgence. La question, c'est déjà, encore une fois, quand on est seul et en tête-à-tête avec son bourreau, à qui puis-je parler? C'est qui le référent?
à qui j'ai le droit en fait d'en parler sans être jugée. Et c'est pas franchir la porte de la gendarmerie ou d'un commissariat de police, c'est pas ce qu'il y a de plus évident ou de plus simple. En général, c'est pas la première porte qu'on franchit. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes les associations qu'on soutient qui vont être et les voisins, vous plus disiez, formées. j'y reviens tout de suite. Mais c'est lutter contre, ce que je disais sur d'autres sujets, c'est lutter contre l'indifférence. Se dire, il y a trop de gens aujourd'hui qui considèrent que la question des violences, c'est une affaire de couple. On va quand même pas s'en mêler, ça les regarde eux, c'est pas ton affaire, de quoi tu te mêles? C'est pas une affaire de couple, une femme qui est victime de violence. C'est pas une affaire familiale, un enfant qui est victime de violence. Et donc ça, il y a évidemment ce que nous, État, on doit faire pour protéger, pour alerter, pour former, pour accompagner une fois que la femme a pris la décision de partir. Et puis il y a un sujet qu'on parlait d'éducation. Les derniers féminicides, parce que malheureusement on en a vécu plusieurs depuis le début de cette année, c'est quoi le point commun? C'est toutes des femmes qui avaient décidé de partir. Toutes des femmes qui avaient pris la décision de se séparer, qui commençaient à vivre dans un autre domicile. Donc ça veut dire qu'il y a encore cette idée qui persiste, j'ai beaucoup trop d'hommes, qu'en fait on leur appartient et qu'on n'a pas le droit de décider Tiffany si Bell, on c'est reste ça ou si que on vous part. décrivez aussi, hein, Oui. l'emprise, plus que l'emprise, l'appartenance C'est ça. à un homme. La chose. Oui, et est-ce que vous pensez, comme le disait Aurore Berger tout à l'heure dans l'émission, que ça peut s'apprendre à l'école, ça? Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Enfin, dès la plus tendre enfance, mes enfants aujourd'hui ils savent très bien que leur corps leur appartient. Ils ont le droit de dire non. Et dès le départ, je pense que tout petit, il faut leur apprendre à s'imposer garçon, fille, et de dire que quand c'est non, c'est non. Et le corps appartient à la personne. On n'est pas obligé de se plier sous le poids. Et la violence n'est pas une fatalité, en fait. Donc oui, je pense que vous avez raison. Dès la plus tendre enfance, il faut leur inculquer les choses. C'est encore un tabou important dans la société. Je pense qu'en fait, c'est tellement insoutenable qu'on essaie de le mettre à distance. C'est insupportable de se dire que la violence, elle pourrait arriver dans notre propre maison. Dans 9 cas sur 10, dans les violences sexuelles, c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est insupportable de se dire ça en tant que femme ou en tant que père ou en tant que mère, de se dire que ça pourrait arriver à nos enfants, à quelqu'un qu'on connaît. Sauf qu'en fait, c'est le cas. Donc si vous voulez lutter contre, à un moment, il faut bien qu'il y ait des lieux où on peut en parler et on peut expliquer à nos enfants que ce qu'ils vivent, s'ils le vivent, n'est pas normal. Si leur mère le vivent, ça n'est pas normal et que ce soit toute la société qui s'en empare. Merci Tiffany Bell pour votre témoignage et merci Aurore Berger d'avoir répondu à Tiffany Bell. Je ne sais pas si vous attendez encore des réponses, probablement encore, mais bon, dans votre livre Vivante, on a déjà beaucoup de questions qui se posent et votre témoignage est très fort. Merci d'être venu sur ce plateau. Une toute dernière question personnelle, vite. Oui, 30 secondes. Très rapidement, il y a une question dans le chat vous concernant, Madame Berger, sur ce que vous venez de dire. Comment imaginer qu'on puisse vous faire confiance à quelconque de vos paroles alors que vous avez menti en commission d'enquête? Vous êtes sous le coup d'une enquête, d'un signalement de... Alors vite, réponse, parce qu'il nous reste 30 secondes. Déjà, je n'ai pas menti, et deux, je ne suis pas sous le coup d'une enquête. Bon, voilà, on va terminer là-dessus, parce qu'on ne va pas rouvrir le dossier, ça serait très long. Merci Aurore Berger d'avoir été avec nous pour l'Indice et politique sur LCP. Bonne soirée sur la chaîne parlementaire. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.